Voilà. Un grand merci déjà d'avoir répondu présent et d'être si nombreux pour ce petit live voilà, sur un thème très provoque. On va vous faire aimer la post-édition. En fait, vous allez être très déçus. On va pas vous faire aimer la post-édition. C'est pas ma mission du tout. Et je ne suis pas là pour ça. La post-édition, on aime ou on n'aime pas, en fait, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant de démarrer, voilà, petit sondage live pour voir un petit peu qui est là aujourd'hui. Euh, si vous proposez la post-édition, tapez 1. Voilà. Si vous envisagez de proposer de la post-édition, tapez 2. Et si vous y refusez, tapez 3. On va voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le sujet, comme je disais, mais on va en parler. En fait, avant de démarrer, on va évoquer un petit peu quelques problématiques qui sont liées à la post-édition et de ce qui ressort un petit peu des échanges qu'on a, nous, avec les traducteurs professionnels avec qui on discute régulièrement. En fait, ce qui ressort, c'est assez ingrat, on corrige une machine. Voilà, il y a le modèle économique qui se cherche aussi, question de rentabilité, de partage de richesse, qui porte la baisse des coûts, évidemment. Et puis, il y a un autre élément aussi que vous n'avez pas notamment toujours à l'esprit, c'est que plus vous post-éditez, enfin, plus vous traduisez et plus vous post-éditez, plus vous alimentez des mémoires, hein, très clairement, et des bases de données, et plus on va pouvoir entraîner les moteurs de traduction, et plus ils vont s'améliorer. Ça veut dire qu'en gros, plus vous traduisez aujourd'hui, plus vous alimentez des bases de données, plus vous alimentez des bases de données, et plus vous apportez des corrections entre ce que la machine a sorti et ce que vous proposez, et plus on peut réapprendre à la machine des bonnes pratiques que vous allez faire. Donc on a un petit peu l'impression de se tirer une balle dans le pied quand on post-édite ou quand on traduit, parce que plus on produit, eh bien, plus ça va permettre d'améliorer les moteurs. C'est une réalité de marché, c'est comme ça, mais il faut l'avoir à l'esprit quand même. Hein. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a une concentration de marché très forte. Hein. Il y a eu des très gros rachats, avec des mastodontes maintenant de la traduction qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires, avec des grosses boîtes françaises qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires aussi. Et c'est vrai que ça a des incidences assez directes sur les tarifs, puisqu'on se retrouve avec des tarifs qui peuvent être imposés ou qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend. Bon, voilà. Puis un autre élément, c'est qu'on n'ose pas toujours dire aussi qu'on fait de la post-édition. Côté entreprise et côté traducteur, en fait, on en est rarement fier. C'est quelque chose qui est assez constant. Les entreprises, même certaines fois, et vous l'avez déjà certainement expérimenté, elles vous demandent de corriger ou de faire de la révision, des choses comme ça, ou de la relecture. En fait, c'est clairement de la post-édition. Mais elles ne vont pas obligatoirement vous prévenir, parce qu'elles n'en sont pas obligatoirement très fières elles non plus, ou elles ne sont pas obligatoirement très à l'aise, en fait, avec le modèle économique qu'il y a derrière, et comment chacun doit un petit peu tirer parti un peu de ce marché et de ces nouvelles pratiques professionnelles. Voilà. Alors, moi, je crois au partage entre pairs. Je pense que quand on est sur des marchés qui sont émergents, sur des pratiques professionnelles nouvelles, je crois intimement à la discussion entre pairs, c'est-à-dire au fait que les traducteurs et les traductrices professionnelles discutent entre eux des bonnes pratiques, des problématiques qu'ils ont rencontrées, des moyens qu'ils ont, des solutions ou des moyens qui sont mis en œuvre pour trouver un équilibre et une justesse en fait dans tout ça. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager en commentaire des expériences positives ou négatives, de façon à ce que tout le monde ici puisse s'enrichir de ces retours d'expérience. Et si vous avez des solutions, des bonnes pratiques, indiquez-les. On va tous s'enrichir de ces échanges-là. Voilà. Et puis, s'il y a besoin, on reviendra sur certains petits sujets un petit peu plus loin dans l'échange. Alors, je reviens à la post-édition. Qu'est-ce qu'il en est du marché? En fait, c'est une réalité de marché. Vous devez le voir dans votre quotidien. Les demandes de post-édition sont de plus en plus importantes et on perd des marchés si on ne se met pas sur ce marché de la post-édition. Historiquement, si vous voulez, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que c'est en place outre-Atlantique. Chez nous, c'est débarqué il y a que quelques années. On a 15 ans de décalage. Je ne vais pas dire de retard, parce que ce n'est pas totalement vrai, mais on a 15 ans de décalage avec cette nouvelle pratique. Mais ça arrive chez nous. C'est une réalité de marché. On se retrouve dans un contexte économique mondial. Et mécaniquement, les pratiques professionnelles ont tendance à s'homogénéiser un petit peu partout. Voilà. Donc c'est une réalité de marché, mais qui ne répond pas du tout à tous les marchés. Il ne faut pas croire que la post-édition, c'est une solution sur tous les marchés. On est très loin de ça, très très loin de ça. Ça veut dire que ça répond à certains marchés, à certains besoins de marché, ça répond à un besoin d'avoir accès à de l'information très rapidement, ok, mais ça ne répond pas du tout à tous les marchés.
Et c'est pas pour ça que la majorité du marché mondial va obligatoirement passer par de la post-édition. C'est au cas par cas. Par contre, dans le quotidien, on voit bien que ça s'ancre dans les pratiques. Donc il va falloir un petit peu se poser la question de comment on va faire face à cette grosse révolution. Et à mes yeux, si vous voulez, cette révolution est beaucoup plus conséquente que l'arrivée de la TAO. Ça chamboule nos pratiques, ça crée de la résistance, mais en fait, ça fait appel à de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles pratiques professionnelles. On est, quand la TAO est arrivée, ça chamboulait les pratiques parce qu'il y avait un outil, et puis l'arrivée surtout des tarifs dégressifs. Mais là, c'est complètement différent. En fait. Ça redistribue complètement les cartes sur le sujet. Donc, quel constat on peut faire un petit peu baisse de tarifs, perte de revenus. Bah oui, on en entend parler régulièrement. C'est dégradant, c'est inintéressant, c'est épuisant. Ça vient de la dernière enquête qui a été menée par la SFT. Quand on lit, quand on parcourt l'enquête et qu'on regarde en détail certains retours, c'est vrai que c'est un petit peu alarmant. Il y a un vrai désamour des traducteurs face à la post-édition. C'est pas gratifiant que de corriger du contenu qui sort d'une machine. Surtout quand on sait que si on le corrige, ça va en plus améliorer la machine. Alors, pourquoi ça. Comment on peut s'en sortir en fait quand on fait de la traduction? Quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes réflexions? Ou, voilà, comment on peut s'en sortir ou y voir des opportunités? Alors, certains traducteurs et traductrices, ils voient des opportunités dans le fait qu'il y ait moins de saisie. Ça veut dire que il y a déjà une proposition et on va aller corriger, si vous voulez, dans les segments ou dans les phrases, uniquement les choses qu'il y a à traiter. Donc c'est vrai qu'il y a moins de saisie, donc on va pouvoir traiter plus de choses. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la post-édition, c'est la gymnastique intellectuelle qui est très différente de la traduction. Pour une raison très simple, en fait, c'est que la machine, c'est un algorithme et que ça sort quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, il est basé sur des millions et des millions et des millions de possibilités, mais il faut bien que la machine en choisisse une. Donc elle sort une possibilité qui souvent est un peu bancale, un peu mal foutue, enfin il y a quelque chose à faire. Et en fait, il y a un exercice de reformulation et d'écriture qui est important. C'est-à-dire que dans cet exercice intellectuel, il faut lire, se poser la question de dire tiens, pourquoi ça me sort ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarder ses mots sources s'il y a besoin, et puis se dire ok, en fait, là, il faut que je reprenne les choses parce que la machine, elle est passée à côté du sujet. Certes, on n'est pas en train de corriger une erreur ou d'améliorer ou d'optimiser une traduction faite par un confrère ou un collègue, mais vous voyez, on est dans un exercice différent. C'est une machine, la machine n'est pas parfaite, bah tiens, intellectuellement, ça peut être intéressant. On peut s'amuser avec ça, si vous voulez. Hein. Chez certaines personnes, ils y trouvent vraiment du plaisir à dire tiens, je vais tordre le cou de la machine un petit peu, ça m'amuse. Voilà. Voilà, une autre opportunité aussi, c'est qu'en fait, les bons post-éditeurs, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare pour plein de raisons qu'on va évoquer après, mais c'est une vraie denrée rare. C'est-à-dire que les gens qui aiment post-éditer, c'est une denrée rare, il y en a peu. Les gens qui proposent de la post-édition et y trouvent leur compte, il y en a peu aussi. Mais il y a vraiment des opportunités parce qu'il y a un marché important. Voilà. Et puis après, il y a un autre élément qui est très lié au travers, si vous voulez, des moteurs de traduction, c'est que quand on fait de la post-édition, les moteurs n'arrivent pas à garantir la cohérence globale d'un texte. Ça veut dire qu'ils peuvent démarrer un texte avec un pronom et puis ils vont se planter derrière parce qu'ils ne savent pas en fait que c'était tel pronom qui était utilisé et pas tel autre. C'est assez classique. Dans les mots commerciaux, on trouve aussi très souvent des erreurs entre le bailleur et le propriétaire. Bailleur propriétaire parce que la machine, elle traduit, le bailleur n'est pas obligatoirement le propriétaire déjà, et puis la machine, au bout d'un moment, elle s'en mêle les pinceaux parce qu'elle n'a pas retenu le contexte du démarrage dans lequel, dans les contrats, on va donner qui est le bailleur, qui est le propriétaire, et on sera appelé comme ci et comme ça. Donc on voit bien en fait que cette cohérence globale, on ne va pas la retrouver dans les textes. Ça doit être d'ailleurs votre oui, la traduction, je réponds au commentaire de Laurence, mais oui, la traduction automatique, dans le juridique, elle a du chemin à faire encore. Hein. Mais ce n'est pas le seul domaine, hein, il y en a plein d'autres. Hein. Complètement, oui. Oui, oui. Mais vous voyez, on voit bien que la cohérence globale du texte, c'est un vrai sujet quand on fait de la post-édition. Voilà. Alors au fond, si on revient très rapidement sur les problèmes des moteurs de traduction, je vais vous donner deux éléments qui me semblent absolument incontournables. C'est d'abord qu'ils sont imprévisibles. Quand on avait des moteurs de traduction statistiques, on lisait une phrase en anglais et on disait ah là elle va se planter. On passait dans la machine et puis ça se plantait. On savait parce que c'était statistique.
Donc, quand on avait une peau de banane ou une structure de phrase en anglais, on savait que derrière, potentiellement, ça allait se planter. L'exemple classique du français vers l'anglais, c'est le nœud-que qui passait à la trappe, qui n'était pas bien interprété. Voilà, c'était assez classique. Et vous voyez, maintenant, ça devient imprévisible. C'est-à-dire que sur une phrase, c'est capable de la traduire. Il peut y avoir une erreur dans la phrase source, mais on ne sait pas pourquoi, mais la traduire parfaitement et rétablir le sens. Et un petit peu plus tard, dans le même document ou dans une autre traduction, se planter complètement. Voilà, c'est vraiment imprévisible. On ne peut pas, en regardant la source, prédire le fait que ça va se planter en fait dans la cible. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça. Et l'autre élément, c'est que c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand ça va fonctionner et quand ça ne va pas fonctionner. C'est vraiment aléatoire. Certaines fois, on est bluffé par les résultats en disant, non, comment le moteur a-t-il pu trouver ça, cette expression, ou cette expression idiomatique ou autre chose. Mais voilà. Donc on est, vous voyez, sur le côté imprévisible et le côté aléatoire. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc ça, quand on fait de la post-édition, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Voilà. Après, on parle de différents niveaux de qualité en post-édition, superficielle, légère ou complète. C'est quoi la différence? Sincèrement, c'est toujours très touchy. Hein. D'ailleurs, si vous faites de la post-édition superficielle et légère, vous vous rendrez compte qu'il y a souvent des sujets qui ressortent de la part des clients parce qu'ils veulent payer moins cher et après, ils ne sont pas contents de la qualité. Ah oui, mais c'est de la post-édition superficielle. Oui, mais il faut définir les critères, en fait. Qu'est-ce que j'appelle de la post-édition superficielle? Qu'est-ce que j'appelle de la post-édition complète? Et c'est très difficile de définir des critères objectifs, tangibles, non discutables. Donc, je vous invite à la plus grande prudence. Hein, si vous proposez de la post-édition, vous avez certainement déjà été confronté à ces problématiques-là. Alors, petite question pour la suite. C'est quoi un bon post-éditeur selon vous? C'est quoi un bon post-éditeur? Un bon post-éditeur, c'est une bonne question. On peut avoir plein d'avis sur la question, mais pour moi, un bon post-éditeur, c'est avant tout un bon traducteur de base. Ça veut dire que si on n'est pas un bon traducteur, si on n'a pas une plume, si on n'a pas de la vraie qualité rédactionnelle, si on n'a pas ces bonnes pratiques de traducteur, ce sera difficile de faire de la post-édition parce qu'on n'a pas tous ces réflexes qu'ont les traducteurs et les traductrices. C'est un petit peu leur fonds de commerce. C'est-à-dire que votre fonds de commerce, c'est votre qualité rédactionnelle, c'est votre qualité d'automatisme quand vous rédigez des phrases. Donc, en post-édition, évidemment, il faut avoir cette qualité-là. Il faut être d'abord un bon traducteur ou une bonne traductrice. Voilà. On va revenir un petit peu après sur ce qui fait qu'on va gagner en qualité quand on fait de la post-édition. Donc, si on a, pour parler productivité, juste deux mots, en gros, si vous avez un moteur de traduction qui vous sort une traduction assez correcte, en fait, certains moteurs sortent des choses sur certains sujets, de la traduction assez correcte, en moyenne, on est sur 800 mots de l'heure. C'est assez classique, hein, c'est des chiffres connus, partagés. Par contre, si la qualité du moteur est moins bonne, on descend très rapidement à 500 mots de l'heure. Alors, quand on passe de 800 à 500 mots de l'heure, évidemment, si le tarif proposé est le même, la rentabilité, elle n'est pas la même. Hein. Enfin, je veux dire, certaines fois, on est carrément perdant dans l'affaire. Donc, il faut avoir à l'esprit que quand vous travaillez, quand vous faites de la post-édition, demandez un échantillon pour évaluer la qualité du moteur, c'est-à-dire du rendu, pour vous dire, bah oui, je prends ou je ne prends pas, et si je prends, c'est à tel prix, si je ne prends pas, c'est pour ça. Et n'hésitez pas à faire remonter les informations de je ne prends pas parce que la qualité est trop mauvaise et qu'en fait, je passerai peut-être moins de temps à tout retraduire. Je pense que c'est intéressant, vous voyez, ce côté pédagogique, ce côté éduquer le client. Je pense, moi, que vous avez ce rôle-là. Vous devez éduquer votre client, même si c'est une boîte de trad. Et même s'il va redonner le contrat à quelqu'un d'autre et que l'autre personne l'acceptera. Et faites remonter cette information. Informez sur le fait que quand la qualité n'est pas bonne, en fait, vous n'êtes pas rentable. Et si vous n'êtes pas rentable, vous n'acceptez pas la prestation. C'est vraiment important. Un bon post-éditeur, c'est un bon linguiste, je suis d'accord. Complètement d'accord. Mais je vais rajouter une petite surcouche sur le côté linguiste. Je vais rajouter une petite couche là-dessus. Alors, sur la productivité, ça va rejoindre un commentaire. Si vous voulez gagner en productivité et en revenus, il faut réduire le temps passé sur les tâches non rémunératrices. En traduction, on est comme les tailleurs de pierre, on est payé au mot pour la majorité du marché. Marché premium, ça peut être un peu différent. Mais sur la majorité du marché, on est payé au mot. Donc, il faut éliminer les tâches non rémunératrices. Par là, j'entends la documentation et la terminologie.
Se faire payer son temps de documentation, c'est rarissime. Les avocats sont très forts pour ça, ils vous facturent du temps de recherche, c'est leur fonds de commerce aussi. Et la terminologie, évidemment, c'est non rémunérateur. Le temps que vous passez à faire votre doc et votre terminaux, en fait, vous n'êtes pas payé pour faire ça. Vous êtes payé pour traduire les mots qui vont derrière. Donc, pour être un bon post-éditeur et être rentable, il faut impérativement être un spécialiste du sujet. Donc, il faut être un bon traducteur, oui, il faut être un bon linguiste, évidemment, parce que vous aurez les bons réflexes. Mais en plus de ça, il faut être un spécialiste du sujet pour plein de raisons. La première, c'est que vous allez aller plus vite. Donc, si demain je devais m'installer en tant que traducteur indépendant, la première chose que je ferais, ce serait de prendre des cours de dactylo. On est payé au mot. Plus vous rédigez vite, sans faire d'erreur, plus vous allez augmenter vos marges, hein, plus vous allez augmenter votre productivité. C'est mathématique. Donc, si vous êtes spécialiste du sujet, moins de temps de documentation, moins de temps de recherche, vous irez plus vite. Vous traduirez des pages entières sans faire de recherche. C'est évident. Ben oui. Vous livrerez un travail de qualité. Votre client sera satisfait. Il va refaire appel à vous. Vous allez le fidéliser. Et vous n'aurez pas de mal à trouver de nouveaux clients. Parce que quand on est bon, on a des clients. On les démarche, on passe un test, c'est bon, ils sont contents de la qualité. C'est gagnant-gagnant. En fait, c'est gagnant-gagnant. Si vous livrez des traductions de qualité, la tâche de la mission de relecture derrière sera, quand il y en a, il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, elle sera évidemment moins lourde, donc moins coûteuse. Si elle est moins coûteuse, la boîte de trad où votre client il sera peut-être content de vous payer d'accepter une augmentation. Donc si vous demandez, ça c'est des échanges, des choses qui ressortent des échanges avec des dirigeants de sociétés de traduction, c'est qu'en fait, quand ils ont des bons traducteurs, des gens qui livrent des choses de qualité sur lesquelles il y a très peu d'interventions à faire après, quand ces personnes-là sollicitent des augmentations tarifaires, notamment basées sur l'inflation, on pourrait revenir dans une autre discussion sur l'augmentation de tarifs, notamment basée sur l'inflation, c'est-à-dire ne serait-ce que le maintien du tarif, sinon on baisse de tarif, eh bien vos augmentations de tarifs, en fait, elles ont plus de chances d'être d'une part accueillies et en plus acceptées. Donc il faut être là-dedans. Et puis les boîtes de trad, hein, très sincèrement, quand elles en tiennent un bon, elles ne le lâchent pas. Voilà. Et elles cherchent à affecter des traducteurs à des clients. C'est beaucoup plus simple à gérer pour elles. Voilà. Les clients, ils sont satisfaits. Et comme ils sont satisfaits, ils sont prêts à étendre un petit peu le délai pour que ce soit le bon traducteur, la bonne personne, la même traductrice que la dernière fois. Ce sont des demandes des clients sur les boîtes de trad. Devenez, même via les boîtes de traduction, devenez le traducteur ou la traductrice référente de leurs clients. C'est plus simple à gérer pour les boîtes de trad. En fait, tout le monde y gagne. Vous livrez un truc de qualité, les sociétés de traduction, elles sont contentes, elles ont bonne intervention à faire côté correction, côté révision, le client sera satisfait derrière. Voilà. C'est un peu ça ce que j'avais à vous partager sur la post-édition. Pour moi, le secret, c'est la parfaite maîtrise du sujet pour éliminer les tâches non rémunératrices. Extrêmement important. Alors, pour vous spécialiser, il y a plein de sujets. Hein. Chez Edven, on vous en propose quelques-unes. Il y en a d'autres ailleurs. Mais vous voyez, traduction médicale, traduction juridique, traduction financière, le marketing, ça arrive. Les jeux vidéo, c'est dans les tuyaux aussi. Trad technique, il y a des volumes. La traduction technique, évidemment, c'est un marché abyssal. C'est 30% du marché mondial. Hein. Ce n'est pas un marché qui fait rêver, mais c'est 30% du marché mondial. Et la traduction automatique est extrêmement présente dans ce domaine-là. Donc il faut se poser la question. Il faut se poser la question un peu de comment on peut faire dans tout ça. Voilà, alors je vous ai partagé quelques réflexions, quelques axes de réflexion. Je vous propose de répondre à quelques questions ou commentaires. Voilà. Ah oui, c'est vrai, si vous êtes bon, les agences ne vous lâchent pas. Ah oui, merci, c'est vrai. Et je suis d'accord. En fait, les agences ne lâchent pas. Ce ne sont pas des traducteurs qui me remontent ça. Moi, ce sont les boîtes de trad qui me disent nos bons traducteurs, on ne les lâche pas. Voilà. Quand on a nos jurys d'examen, chez Edven, il y a des dirigeants de sociétés de traduction qui sont là. Et évidemment, ils repartent avec les CV des gens qui ont fait des formations de spécialisation, juridique, médicale, technique, financier, de façon à les recontacter en fait, dans la foulée, en leur disant, bah, tiens, voilà, on sait que vous avez été formé par Edven, potentiellement on a des marchés sur lesquels on aimerait vous faire intervenir, est-ce que ça vous intéresse? Vous voyez, le recrutement à la source, quoi. Hein, c'est un peu le nerf de la guerre, hein, d'avoir les bonnes ressources. Alors, ce que je propose, c'est ce que je disais, c'est de prendre quelques questions, peut-être. Un bon post-éditeur, un bon linguiste, quelqu'un qui lit, travaille bien. Ah oui, tout à fait. Alors, cours de dactylo, c'est important. Bah oui.
C'est l'une des choses les plus utiles que j'ai jamais faites. Bah ouais, merci Hélène pour le retour, parce qu'effectivement, c'est extrêmement, extrêmement pertinent. Voilà. Alors, éduquer le client, j'ai un doute, le client veut avoir un fichier traduit de bonne qualité, il se fiche un peu des outils utilisés. Oui, je suis d'accord. Peut-être que sur les outils utilisés, quand on est sur un client direct, ça ne va pas notamment être le sujet. Par contre, quand on travaille via des agences de traduction, je pense que il est bon, si vous voulez, vous n'allez pas changer le système, vous n'avez pas, mais pour moi, c'est des petites choses qu'il faut faire, une à une. Et si on veut faire bouger les choses, il faut que tout le monde y mette du sien. Si vous voulez y mettre du vôtre, commencez à faire remonter aux agences avec lesquelles vous travaillez, aux entreprises avec lesquelles vous travaillez, que sur cette prestation, en fait, il y a un problème juste de qualité ou un problème juste de rentabilité. Parce que si vous ne faites pas remonter l'information, ils vont continuer. On a discuté il y a quelque temps avec le président de la Chambre nationale des entreprises de traduction, qui disait que même en fait au sein de la CNET, ils ont des discussions pour savoir dans quelle direction il faut aller. Et eux-mêmes marchent sur des œufs. Donc n'ayez pas uniquement l'image des sociétés de traduction qui sont là pour imposer leur système et vous imposer des tarifs. Partez du principe aussi qu'en face, on peut avoir des personnes humaines prêtes à écouter. Voilà. Et c'est dans l'échange que tout ça doit se passer. Je suis intimement convaincu par le bien fondé de l'échange entre pairs qui peut pour moi faire bouger les choses. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre petite question? La post-édition est-elle adaptée au domaine juridique? Même si on arrive à un certain niveau de qualité, il y aura forcément des recherches à faire suite aux évolutions du dit domaine. Alors, le juridique, c'est un domaine dans lequel la jurisprudence est très importante. Donc, mécaniquement, vous allez avoir des recherches à faire en fonction de la jurisprudence. C'est ses propres domaines juridiques. Donc, est-ce qu'elle est adaptée au domaine juridique? Déjà, il va falloir aller faire des tests parce que dans le domaine juridique, c'est très vaste. Et l'autre particularité du domaine juridique, c'est que c'est pas seulement le fait de traduire d'une langue à l'autre, on peut aussi passer d'un système juridique, common law, par exemple, equity, à un autre système juridique, droit civil, droit pénal. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir définir le type de prestation que vous voulez à votre client. Est-ce qu'on veut juste traduire pour comprendre de quoi il est question, ou est-ce qu'on veut que le contrat soit applicable ou exécutable? Enfin, vous voyez. Donc, est-ce que c'est adapté au domaine juridique? Faites des tests. Prenez DeepL, c'est en ligne, ça coûte pas cher. Quand on paye, il ne garde pas les données. Voilà. Ça permet de tester déjà, de se faire un petit peu la main, de voir ce que ça ressort. Mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche, ça n'a jamais résolu un problème. Il vaut mieux regarder ce qui se passe. Se dire j'y vais pas, c'est une autre décision. Mais il vaut mieux regarder ce qui se passe pour s'informer sur le sujet. Je pense que ça, c'est important. Mais par rapport à la traduction juridique, vous avez mon point de vue, mais par rapport à la traduction financière, il y a une société en France qui s'appelle Lingua Custodia. Lingua Custodia, donc le patron s'appelle Olivier Debuny. Olivier, c'est un ancien de chez AXA qui se retrouvait dans le domaine de la traduction des prospectus, et qu'on avait ras-le-bol, je schématise un peu, mais qu'on avait un peu ras-le-bol de la piètre qualité et surtout de traduire toujours la même chose. Et donc, il a lancé une start-up qui est en FinTech, qui s'appelle Lingua Custodia, qui a remporté plein de prix. Et eux, ils ont développé un moteur de traduction financier. C'est leur métier, c'est leur domaine. Et ça veut dire que de lancer un moteur ultra spécialisé, bah, il y a un marché en fait en face. Alors, en traduction juridique, il y a certainement des choses qui se font. Mais si on arrive à le faire en financier, si on arrive à le faire dans le domaine technique, si on arrive à le faire dans plein de domaines, en fait, la machine va s'améliorer. C'est comme ça. Après, il faut trouver l'équilibre dans tout ça. Finalement, la traduction technique, bon plan ou pas? Alors, c'est une bonne question qui est assez complexe. Si on revient sur les éléments de marché, il faut savoir que la traduction technique, globalement, c'est 30% du marché mondial. Slater diffuse des études de marché qui sont un peu chères pour les indépendants, mais nous, on a accès à ça. C'est 30% du marché mondial, la technique, la traduction technique. Et la particularité de la traduction technique, c'est qu'il y a des volumes conséquents, c'est pas 300 mots, c'est des volumes conséquents et récurrents. La traduction technique, j'ai envie de dire, c'est un bon fond de roulement quand on est traducteur indépendant. C'est pas payé mieux qu'autre chose, c'est payé au prix du marché, mais comme il y a beaucoup de volume, et bien, morale de l'histoire, en fait, on peut y aller. Parce qu'on a du volume à traiter, parce qu'il y a des choses à faire. Donc la traduction technique, bon plan ou pas, sur le fond de roulement, j'ai envie de dire, ouais, c'est un bon plan.
un plan qui est pas mal, c'est de faire de la trad technique et puis d'avoir, par exemple, un peu de juridique, un peu de médical ou un peu de marketing à côté, parce que c'est aussi agréable de se changer un petit peu les idées. Mais la trad technique, moi je connais des traducteurs techniques qui génèrent plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires uniquement sur de la traduction technique. Donc ne croyez pas qu'en étant payé au tarif du marché, même via les agences, on soit limité à faire 20, 25 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Non, non, pas du tout. Par contre, il faut produire. C'est là qu'on fait sa marge. Voilà. Alors, une autre petite question. Des conseils pour les étudiants, futurs traducteurs et traductrices. Ah, bonne question, tiens, je ne m'attendais pas à celle-là. Merci d'être là, les étudiants. Des conseils pour les étudiants. Alors, les conseils pour les étudiants, c'est d'abord, vous avez un enjeu majeur sur le niveau de qualité linguistique. On est bien placé pour le savoir. Chez Edven, on forme aussi en reconversion professionnelle des gens qui ont en moyenne 45 ans, qui changent de métier, donc ils viennent déjà d'un parcours ailleurs, et ils se lancent en traduction. Dans leur domaine d'ailleurs, hein, puisque en général, ils proposent des prestations de services dans le domaine dans lequel ils étaient avant. Ils vont faire de la traduction, mais dans le domaine qu'ils maîtrisaient avant. Il y a un enjeu réel sur la qualité linguistique. On ne peut pas passer à côté. Il y a une baisse considérable du niveau de qualité de rédaction dans la jeune génération, qui s'explique par plein de raisons, hein, certainement l'apprentissage, l'école, les cours. Mais là, il y a un enjeu. En fait, il faut apprendre à écrire, il faut apprendre à rédiger. C'est incontournable. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'apprendre à rédiger correctement. Et donc, pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut se former sur le sujet. Il faut faire remonter aussi, peut-être dans vos parcours, le fait qu'il y a un enjeu d'avenir là-dessus. Les gens qui rédigent bien, les gens qui ont une plume, les gens qui savent structurer des phrases. Vous savez, je repense toujours à mes analyses grammaticales de primaire, mais en fait, il faut revenir à ça, parce que si on ne revient pas à cette qualité linguistique de base, on ne maîtrisera pas en fait les clés, si vous voulez, pour la suite, quoi. Les clés de rédaction quand on fait de la traduction. C'est extrêmement important. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est celui-là. Et puis après, évidemment, la maîtrise linguistique des langues étrangères sur lesquelles vous comptez travailler, mais cela va de soi. Et puis gardez à l'esprit que quand vous démarrez votre activité, faites une petite veille régulière, une petite analyse sur votre typologie de clientèle et dites-vous, tiens, c'est marrant, dans mes clients, j'ai plutôt ceci ou cela, comment je peux orienter et est-ce qu'il faut que je réoriente ou pas mon activité en fonction de ma clientèle pour gagner plus de contrats ou des contrats mieux payés. Voilà, on arrive à la fin de ce live, j'ai encore plein de questions évidemment, mais ça va être difficile de répondre à tout. Donc, je tiens à vous remercier pour votre présence, d'avoir répondu présent. Je tiens à vous remercier aussi pour toutes les questions que vous avez posées. Voilà, on essaiera de répondre après ce live à un certain nombre de questions. On pourra vous envoyer aussi certainement quelques notes, hein, s'il y a besoin sur le sujet. Un grand merci pour votre attente, pour votre écoute. Et puis, à très bientôt pour un nouveau live avec Edven.